À moi la mission de vous parler de la vidéotopographie. Alors pour la parenthèse, on a une petite pensée particulière pour Pierre Lévy, qui, figurez-vous, lui a été inondé par la tempête de l'hiver et se trouve en grande difficulté dans tous les sens du terme. Donc une petite pensée pour lui. Alors, abérométrie pour la chirurgie réfractive. Là, c'est du lourd, et pourtant, c'est du vieux. C'est du vieux puisque, vous voyez, il faut remonter à l'époque de la NASA qui explore la surface lunaire pour revenir au concept de la bérométrie qui consiste ni plus ni moins à réaliser ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette projection d'une lumière cohérente, c'est-à-dire laser, qui traverse des milieux qui transmettent cette lumière, et avec le retour de cette lumière, non pas de la Lune, mais de la rétine, pour en enregistrer les perturbations de cette déviation de la lumière traversant les milieux, même si on parle effectivement d'avancée de recul du front d'homme. Je devance la question de tout à l'heure sur laquelle on va revenir. Alors donc c'est un outil aujourd'hui de diagnostic. D'abord, la bérométrie. Parce que pour l'instant, et jusqu'à présent, on parlait de sphérocylindrique, c'est vos lunettes, c'est la théorie de Gauss, qui vous dit qu'on calcule la réfraction avec de la sphère, et puis pour la composante torique, du cylindre. Et donc avec la bérométrie, on apprend un nouveau langage. On parle des aberrations optiques, on sait les quantifier, les globales, ou celles qui reviennent uniquement à la cornée. Et puis on sait, et c'est pour ça que c'est intéressant, qu'il y a un lien entre certaines aberrations, en particulier d'ordre élevé, et la fameuse qualité de vision, tout à l'heure qu'on a évoquée avec bonne qualité de vision, bonne surface oculaire. Premier problème, la bérométrie, ça analyse l'ensemble du système optique, du film lacrymal jusqu'à la rétine. Donc on peut avoir des aberrations liées à un film lacrymal, à une cataracte ou à une rétine altérée. En tous les cas, c'est grâce à elle que l'on est entré en particulier dans le règne de la supervision. On obtient ça donc également dans une autre dimension, cette abérométrie, qui est la dimension du traitement connecté. Et c'est vrai que ces données sont fournies par ces appareils pour lesquels on a la capacité de guider le traitement. Et pour ça, il suffit de connecter un abéromètre avec un laser. En général, d'ailleurs, vous ne pouvez pas choisir votre abéromètre par rapport au laser. Les plateformes vous les imposent. Mais on sait aujourd'hui utiliser l'abérométrie dans la contactologie. Et vous devriez savoir les utiliser demain pour moduler la sphéricité. Parce qu'on va vous expliquer qu'à sphéricité, l'entité géométrique facteur Q rendue par la topographie d'élévation expliquée par Dan tout à l'heure, pardon, c'est bien aussi Dan, eh bien, on a la possibilité d'avoir un lien entre asphéricité, aberration sphérique, non pas fournie par un topographe, mais par un abéromètre. Eh bien, c'est lié à la qualité de vision, en particulier nocturne et profondeur de champ. Donc, vous voyez, la triangulation infernale est établie, et en modulant l'un, on peut influencer l'autre. Alors jusqu'à présent, on comptait et on causait d'optique géométrique. C'était le système de Gauss qui vous dit que l'œil serait un dioptre convergent avec des rayons voisins de l'axe visuel. Par chance, dans plus de 80% des cas, ça suffit. Parce que l'essentiel des yeux dans la nature ont surtout des aberrations d'ordre faible. Et donc il y a très peu d'aberrations d'ordre élevé qui vont parasiter cette vision. Mais il y a quand même 20% dans la nature de gens qui ont un paquet d'autres aberrations et qui font que eux, eh bien, il n'y a pas le respect de systèmes complètement simplifiés proposés par Gauss. Donc, en optique géométrique, on est paraxial, on est centré, on a une dimension statique, c'est-à-dire que on tient compte de cette pupille sans intégrer le fait qu'en se dilatant, elle va pouvoir peut-être révéler d'autres aberrations. Et puis, on est sphérocylindrique pur. Bref, c'est limité. Alors, on a introduit cette notion de la bérométrie optique physique basée sur la nature ondulatoire de la lumière qui, je le rappelle, est la partie visible du rayonnement électromagnétique. Et donc, on va émettre cette source lumineuse à l'infini qui traverse l'œil. Et donc, on va émettre un rayonnement. Et quand le système est parfait, tous les éléments du rayonnement sont en phase. Tous ces points du rayonnement sont en phase. Et ça va décrire une sphère parfaite. Et donc, c'est ainsi qu'on appelle la bérométrie parfaite quand le front d'onde est en phase.
Et puis on va avoir cette propagation dans toutes les directions. Vous le savez, vous jetez un caillou dans l'eau et toc, 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 vous avez ces ondulations. Et donc on sait que si la sphère est à l'infini, vous allez décrire une surface, un plan. Si le système est pur, eh bien vous allez avoir un plan sur la fovea, c'est aberration égale 0. Et donc on analyse aujourd'hui, en général, le faisceau d'ondes sortant qui revient émis réfléchi par la rétine. Le problème, deuxième problème, après j'enregistre l'ensemble de l'œil, le deuxième problème de la bérométrie, on travaille avec une source monochromatique. Or l'œil, il est capable également de compétences polychromatiques et on a des aberrations chromatiques qu'on ne sait pas aujourd'hui mesurer. En tous les cas, on va analyser ce front d'onde qui, lorsque tout va bien, est comme un plan, puisque tous les points sont en phase. Quand tous les points ne sont pas en phase, on va avoir des points déphasés par rapport aux autres, c'est-à-dire des points en avance ou en retard par rapport au plan attendu. Et c'est ces enregistrements de déviation du front d'onde qui vont donc donner lieu à cette décortication de la surface qui vous revient. Et pour décortiquer une surface, en mathématiques, il y a un bonhomme bien connu, il y en a deux des connus en mathématiques pour enregistrer et étudier les signaux. Il y a M. Zernike, et le deuxième bonhomme qui est bien connu, c'est Fourier. Ça, les ORL le connaissent bien, et aujourd'hui, nous aussi, on le connaît dans la bérométrie. Le premier qu'on a fait intervenir, c'est M. Zernike, qui vous dit qu'à chaque fois qu'on a une surface, on peut la décomposer en un nombre infini de polynômes, des entités élémentaires qui se combinent. Et donc, troisième limite de la bérométrie, on ne sait pas faire polynôme, Zernike infini. On connaît 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, global, le foutoir, des aberrations d'ordre élevé qu'on ne sait pas décortiquer. Mais ce n'est pas grave parce que celles qu'on connaît déjà vont suffire à approcher la qualité de vision, comme vous allez le comprendre. Donc voilà, hein, c'est tout moche ici parce qu'on a un mauvais vidéoprojecteur. Normalement, c'est joli bleu marine. Et vous voyez la lumière qui va vous revenir de la rétine. Et on va ainsi avoir des aberrations totales ou des aberrations de cornée ou des aberrations purement internes quand on soustrait, évidemment, des aberrations totales la cornée. Je crois qu'il ne va pas être content, Arnaud, au fond, mais bon, de toute façon, avec mon gros foulard, je suis moche. Donc, vous pouvez fermer la lumière. Alors, vous voyez, il y a différents concepts pour analyser, en fait, ce front d'onde. On va y revenir tout à l'heure. En tous les cas, ce que vous recueillez, c'est ce type d'image. Et vous voyez, c'est assez facile de dire, ah bah tiens, si tout va bien, ce sera des tout petits points, et on dira faisceau bien uniforme, et donc peu aberrant. Si, en revanche, tout est baveux, eh bien, vous pourrez imaginer qu'il y a bel et bien plein d'aberrations. Les capacités des abéromètres aujourd'hui constituent vraiment ce qu'on appelle l'optique adaptative. Aujourd'hui, les rétinologues, ils l'utilisent également sur les explorations d'imagerie de dernière génération pour aller compter les cônes sur la rétine, hein, puisqu'encore une fois, on est capable d'analyser toute forme de surface. Mais pour nous, ça a été quand même cette capacité d'atteindre la quantification de la qualité de vision. Alors, il y a plusieurs concepts. Le plus connu, c'est l'Hartmannschack qui analyse le faisceau sortant. Mais on a également d'autres systèmes, comme le système Czerny, qui analyse les rayons entrants qui traversent une grille. Et puis, on a un qu'on adore, qui est le système tracé-retracing, où là, c'est un faisceau laser qui scanne la rétine en plusieurs points et qui va bien sûr revenir de cette rétine. C'est sûrement l'abéromètre le meilleur, mais celui-ci n'est connecté à aucun laser. C'est pourquoi il est surtout utilisé comme outil de quantification de la qualité de vision. Et enfin, vous voyez, on a la rétinoscopie automatique. Et regardez, on a celui-là, l'OCAS. L'OCAS, qui est un super abéromètre capable d'intégrer également l'analyse ou le reflet de la diffusion de la lumière en mesurant le scatter light. Et l'OPD, qui est un espèce de Canada Dry, puisque lui, il vous fait un peu de tout, c'est-à-dire un petit peu de tout mal, peut-être, par rapport à ceux qui se penchent, vous voyez ici, sur réfraction automatisée, topographie en même temps qu'au wavefront. Alors, le fait d'intégrer la topographie fait que l'OPD a été un des premiers à être capable quand même d'approcher l'abérométrie cornéenne, hein, c'est-à-dire d'être capable d'extraire la cornée du reste de l'œil. En tous les cas, un laser, un abéromètre. Et regardez les histoires naturelles de toutes ces machines. Il n'y a pas aujourd'hui un seul laser qui ne soit pas lié à son abéromètre pour vous permettre de réaliser du traitement assisté par abérométrie. Mais vous avez vu que également beaucoup d'entre eux sont liés à un topographe. Et vous pouvez voir également de l'ablation guidée par topographie ou topolink. Et donc, quand vous ferez du topolink, vous irez discuter avec facteur Q sur la sphéricité
Et quand vous guiderez par aberrométrie, vous irez travailler sur les aberrations sphériques, entre autres, et sur les aberrations d'ordre faible, sphérocylindrique, et d'ordre élevé, tout le paquet de celles qui influencent la qualité de vision. Donc, M. Zernike nous a dit, alors, vous devrez apprendre tous mes polynômes, avec leurs formes particulières, ils existent en 2D, en 3D, et mes polynômes, ils sont caractérisés par deux éléments, la fréquence, le degré radial, Zernike 1, 2, 3, 4, qui vous range bien sûr les degrés d'aberration, mais surtout la fréquence azimutale qui correspond à une orientation dans l'espace. Et dans toutes les aberrations, chapeau mexicain, selle de cheval, où il y a une orientation dans l'espace, ce sera très important de détenir cette fréquence azimutale qui va vous les orienter dans l'espace. Et vous pouvez imaginer aisément que Z3 moins 3, combiné avec Z3 plus 3, moins 3 plus 3 égale 0, ça vous fait une cornée qui est quasiment l'équivalent du zéro d'aberration. Je vous la fais brève, mais tout ça pour vous dire que des combinaisons d'aberrations à orientation inversée peuvent complètement annuler leur effet ou le parasitage qu'elles peuvent induire. Donc aujourd'hui, on peut dire que les polynômes de Zernike nous ont permis de quantifier que le mode et la capacité de décortiquer dans un nombre croissant de polynômes élémentaires va dépendre d'un aberromètre à l'autre, mais pas de normalisation, donc pas de comparaison, une obligation de standardiser un diamètre donné de pupille, et puis la quantification des polynômes de Zernike, et a fortiori de ceux qui se cumulent pour faire le taux d'aberration globale, c'est le micron. Donc on quantifie ces entités dans ce qu'on appelle le RMS, attribué à chaque polynôme qui s'exprime en micron. Alors voilà à quoi ils ressemblent, ça vous les avez vus circuler partout. Et vous voyez par exemple, faible, sphéro-cylindrique. C'est ce qu'on mesure avec notre fameuse réfraction gaussienne. Et vous voyez que quand on le représente en 2D, on est bien sur un défocus et c'est pas orienté. Quelle que soit la rotation, celui-là n'a pas besoin de s'exprimer avec la fréquence azimutale. Le cylindre, lui, en revanche, évidemment, est orienté. Et le tilt, vous voyez, qui appartiennent à ces aberrations d'ordre faible. Et vous allez rentrer dans les élevés. Et voilà les deux grandes entités qu'il faut connaître, qui sont les ordres 3 et 4, comme nous allons le voir. Donc en 2, c'est quasiment l'équivalent de la sphérocylindrique, c'est le défocus. Le 3, c'est le coma. Et le coma, vous voyez, quand on le regarde, franchement, de vous à moi, on pourrait se dire, tiens, c'est comme ça que je m'imaginerais le kératocone. Bah ouais, sûrement. Donc le kératocone, il donne une louche énorme de coma. Le coma est très lié à la qualité du centrage. Et par exemple, on peut avoir du coma avec une photoablation décentrée ou avec un implant à l'intérieur de l'œil également décentré. Le tréfoil, qui correspond à un trèfle à 3 branches, est ni plus ni moins un astigmatisme à 3 axes. Grâce à l'aberration et à la compréhension de l'aberrométrie, on a également donné une nouvelle définition à l'astigmatisme. Parce que l'astigmatisme joli avec 2 méridiens principaux, l'astigmatisme que vous appelez régulier, plus ou moins symétrique mais régulier, eh bien on a pu, grâce à l'aberrométrie, également identifier des astigmatismes avec 3 axes principaux. Ça s'appelle le tréfoil. Ce n'est pas un astigmatisme évidemment régulier, mais on a la capacité aujourd'hui, en guidant le laser, eh bien, de traiter du tréfoil et donc de traiter un astigmatisme à 3 axes. On doit aussi connaître l'aberration sphérique, alors celle-là, hyper importante. Pour quelle raison ? Parce que l'aberration sphérique, on sait que quand il y en a trop, on a une vision nocturne pourrie. Mais quand on en a juste ce qu'il faut, on a une magnifique profondeur de champ. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire quoi ? On va moduler le facteur Q, qui joue sur la sphéricité, pour induire des aberrations sphériques juste ce qu'il faut et améliorer la profondeur de champ. Et avec ça, cet après-midi, vous ferez magnifiquement de la micromonovision et vous ferez superbement du presbylasique en ayant compris ce lien entre aberration sphérique, asphéricité qui impacte évidemment cette, en particulier, profondeur de champ. Et puis après, vous avez tout le reste. Tout ce qu'on ne sait pas décortiquer, on sait que ça donne une vision, une qualité de vision plutôt moche, et on appelle ça la polyplopie, c'est-à-dire tout ce que le patient vous décrit comme « je vois complètement pourri autour des contours », etc. Donc ce sont les aberrations plus complexes. Alors on va ainsi les combiner, et aujourd'hui, on ne sait pas
on ne sait pas finalement identifier quel est l'œil à aberration magnifique. Ce que l'on sait, c'est que toutes des séries de grosses cohortes épidémiologiques ont été réalisées sur des patients témoins, notamment une population des Marines, avec des gens qui ont des fonctions de pilotage, etc. Et on a découvert que l'œil jeune, super performant, n'est pas du tout indemne d'aberrations optiques et que certaines sont utiles, puisque je viens de vous évoquer, par exemple, la place de l'aberration sphérique. Donc, vous voyez, l'astigmatisme que je vous évoquais tout à l'heure a changé sa définition. Quand on le considère aujourd'hui sur vos lunettes ou vos lentilles, vous l'intégrez dans l'aberration sphérique, mais va retrouver complètement les limites qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir cette réfraction purement paraxiale. Alors que l'astigmatisme, c'est bien sûr une entité globale sur l'œil, pour ça qu'on dit aux patients ballon de rugby versus ballon de foot. Et puis l'astigmatisme, là, dans ce contexte-là, il va être réduit à sa seule composante torique. Donc on va complètement occulter les phénomènes périphériques, bien sûr, qu'il induit. Donc aujourd'hui, l'astigmatisme, c'est une aberration parmi tant d'autres. Quand il est à 2 méridiens, il est d'ordre 2. C'est une aberration d'ordre faible. Mais quand il commence à avoir 3, 4, 5 axes, il devient aberration d'ordre élevé. Et c'est un astigmatisme au sein des aberrations donc, de Zernicke. Et voyez, les faces latérales de cette pyramide des polynômes élémentaires de Zernicke, ce sont des astigmatismes orientés avec différents axes dans leur nombre qui vont donc être identifiés. Donc vous voyez, on a pu ainsi complètement changer les choses. Alors c'est évident que quand vous abordez un astigmatisme d'ordre faible, vous allez pouvoir soit demander au laser de vous faire « je corrige fer et cylindre », ce qu'on appelle l'ablation conventionnelle, ou bien de dire au laser « connectez-moi avec la bérométrie et puis traitez-moi cet ordre 2 ». Alors en revanche, si vous abordez l'ordre 3, pas possibilité de programmer une réfraction sur un laser. Obligation de coupler le laser à la béromètre pour être capable de l'éliminer. Voilà. Donc les modes, aujourd'hui, on ne sait pas tout à fait bien identifier lesquels vont être favorables, encore une fois, à la santé de l'œil. Mais ce que l'on sait, c'est que l'œil aime bien une certaine quantité d'aberrations d'ordre élevé et qu'on peut dire que si globalement le taux d'aberration d'ordre élevé dépasse 0,60 microns, ça sent l'œil qui ne va pas être tout à fait capable d'avoir une qualité de vision favorable. De la même façon que quand on fait les analyses de qualité de vision après une chirurgie réfractive et qu'on décortique chacun des polynômes, on n'aime pas quand les valeurs de RMS pour chacun de ces polynômes dépassent 0,30 microns. Voilà la recherche avec une absence aujourd'hui de consensus. En tous les cas, on est sûr que aberration idéale, ce n'est pas Zernicke 0. Et alors, c'est sûr aussi que peut-être qu'un jour, vos enfants traiteront leurs patients en nuançant en fonction de l'âge, de la métropie, en rechangeant les aberrations et en refaisant des retouches à chaque décennie, quand le patient a des besoins visuels qui vont changer avec le temps. Alors, comment on va décrire la bérométrie? Vous avez vu qu'on a décortiqué Zernicke, ça toutes les machines le produisent, mais on a une autre entité très importante qui est le Strel ratio, qu'on n'utilise pas assez, qui en fait est le pic diffracté d'une image avec aberration versus la référence, c'est-à-dire celui qui n'en aurait pas. Et ça, c'est une entité qu'on devrait considérer parce qu'il y a un lien très important entre ce Strel ratio et la performance visuelle. Ce que l'on sait retenir, c'est le RMS. Ce RMS, pour les puristes, je regarde monsieur qui a des questions bien précises, la définition du RMS, somme des différences d'élévation entre les points des surfaces décomposées du front d'eau carré. Retenez-le, il y aura interrogation écrite. Non, sur le plan pédagogique, je continue à penser que exprimer ça sous la forme de la déviation en microns du front d'onde par rapport au plan idéal, ça nous parle plus dans ce que l'on réalise dans la mesure de cette abérométrie. Il y a également un autre paramètre qui est très important, et ça, vous le voyez circuler dans la littérature, qui est la fonction d'étalement du point, parce qu'elle est très liée à la notion de contraste. Et vous voyez, elle est très intéressante, parce que si vous retournez au signal élémentaire, par exemple comme celui-là, il n'y a pas besoin des couleurs. Pour regarder cette point-spank function sur celui-là et dire « Oh là là pour sûr, il y aura un coup de tréfoil ». Donc vous voyez, on est capable, en regardant rien que le retour de ce signal lumineux, déjà d'identifier la dominance de certains polynômes élémentaires.
Enfin, vous le savez que les abéromètres, comme certains topographes d'élévation, mesurent la modulation de transfert-fonction qui est directement un reflet de la vision des contrastes. Donc cette fonction d'étalement du point, c'est l'image 2D d'un point lumineux vu par le patient à l'infini. Et on a cette capacité, encore une fois, eh bien, de définir en particulier la qualité de l'image qui est perçue par le patient et d'identifier les polynômes élémentaires. J'attire votre attention pour vous dire que le signal qui vous revient a cette forme. Et ce que fait l'OCAS, c'est qu'il a la capacité, lui, de s'intéresser au pic qui va être ainsi un reflet indirect du scatter de la lumière. C'est pour eux, elle a cette capacité de dépasser la seule dimension de la barométrie, c'est OCAS. Donc voilà, vous voyez, on établit en fait un lien direct entre la fonction d'étalement du point et le reflet de chacun des polynômes. Voici la modulation donc, de transfert qui est liée encore une fois au contraste. Et donc elle quantifie cette qualité de vision en utilisant ce niveau de variation des contrastes et pourquoi elle est le reflet directement donc, corrélé à la vision des contrastes. Voilà. Alors, donc finalement, si on veut essayer de comprendre ces images, je voudrais juste souligner que, encore une fois, quand on parle de wavefront, on n'est pas en train de parler de cornée, de surface cornéenne, de dénivelé. On parle donc d'une analyse qualitative d'un front d'onde. On va regarder si les zones, la symétrie, l'axe de rotation, mais on parle de l'avancée et de la mise en phase ou non d'un front d'onde. Alors les images vont toutes produire les mêmes paramètres. C'est un super autoréfracteur, puisque évidemment, parmi les aberrations mesurées, il y a les aberrations d'ordre faible. Donc oui, c'est un super autoréfracteur. Puis vous allez retrouver des cartes d'aberrations globales, d'aberrations individuelles. Vous allez pouvoir identifier chacun des polynômes en dominance. Et si on veut comparer par rapport à la topographie, histoire de ne pas se tromper dans ce qu'on analyse, la topographie, c'est forme de cornée. Le wavefront, c'est forme de front d'onde. L'anomalie de la topographie reflète une anomalie de la forme de la cornée, qu'elle soit directement en courbure ou qu'elle soit en dénivelé par la topographie d'élévation, les courbures étant le placido. Et l'autre, pas du tout rien à voir. On a un retour de front d'onde qui émerge de l'ensemble du système optique. Donc, le front d'onde eh bien, va se calculer par rapport à un plan moyen et on va être en retard ou en avance, mais on n'aura rien à voir avec la topo qui certes est au-dessus ou en dessous du niveau de la mer quand vous parlez de topo d'élévation. Donc quand on est coloré en wavefront, eh bien, on est dans les couleurs chaudes quand on est en avance par rapport au front d'onde en phase, ou bien on est froid quand on est en retard. Et dans la topographie, vous savez qu'on est froid quand on est en dessous du niveau de la mer et qu'on est chaud quand on est en rame sur la montagne. On peut également bosser sur les couleurs et vous allez retrouver du point en avance dans les gris clairs et du point en retard dans les gris foncés. Donc vous voyez, on n'a vraiment rien à voir en matière de comparaison. Et donc, oh pardon, je suis en train de... Voilà. Alors ce qu'on a appris quand même, et c'est ce qui nous a quand même déçus, c'est de voir toutes ces variations qui font bouger le front d'onde, en particulier des aberrations physiologiques liées au film lacrymal. Regardez un film lacrymal qu'on évalue dans le temps, vous voyez cette labilité, et cette labilité va s'accentuer si on a une perturbation de la surface oculaire, comme je l'ai évoqué en introduction. Ça va aussi beaucoup bouger du diamètre de la pupille, et on ne peut pas le corréler, et on est obligé d'étalonner sur une pupille donnée, si vous voulez parler d'une comparaison d'une image à l'autre, et puis ça bouge avec l'accommodation, bien évidemment, et a fortiori, puisque ça dépend de la pupille. Ça bouge avec l'âge, ça bouge sûrement d'un œil à l'autre, et l'énantiomorphisme est beaucoup moins facile à analyser qu'en topographie où il doit exister, et quand il n'existe pas, c'est déjà un critère d'alerte pour, par exemple, une cornée suspecte ou à risque. Là, pour la barométrie, on ne peut pas parler en ces termes. On sait que ça bouge avec tout ce qui peut perturber l'œil, évidemment. Une amétropie, puisque c'est un défocus, mais également une opacité, une altération de rétine, et puis alors beaucoup plus embêtant, ça bouge avec le capot. Alors ça, c'était la grande misère de la barométrie de départ, quand on l'a mis en place et qu'on a dit, avec ça, on va vous traiter une carte, un œil sera parfait. Sauf que le LASIK introduisait des aberrations, donc il a fallu d'abord identifier ce que le LASIK induisait, viser ce qu'on devait corriger chez le patient, introduire un coefficient correcteur de ce que donnait le LASIK et aboutir à ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, c'est-à-dire corriger les aberrations du patient, pas en induire plus,
comme c'était le cas auparavant, par la photoablation et arriver vraiment à optimiser la qualité de vision. Aujourd'hui, c'est fait. Enfin, quand l'astigmatisme est trop biscornu, on ne peut pas réaliser l'abérométrie, en tous les cas avec les abéromètres élémentaires qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, alors on retrouve tout ce que je viens de vous évoquer dans les principales limites, en particulier l'absence de standardisation. Enfin, l'absence de capacité de mesurer les aberrations chromatiques. Alors quand on va faire pour le traitement, et là je vais vraiment être brève, eh bien vous allez avoir différentes approches. Vous allez pouvoir dire au laser de se connecter avec le wavefront, c'est ce qu'on appelle la vraie ablation customisée. Et puis vous allez peut-être encore pouvoir faire mieux, c'est faire le wavefront optimisé. Vous savez ce que ça veut dire optimiser? C'est nuancer la sphéricité. Alors on fait une photoablation optimisée guidée par topographie quand on vise le maintien de la sphéricité de la cornée. Et on va pouvoir également viser le maintien de la sphéricité de la cornée, c'est-à-dire moduler les aberrations sphériques pour ce faire, en travaillant avec l'abéromètre. Et donc, l'abéromètre qui respecte la sphéricité cornéenne ou le topographe guidant le laser qui respecte la sphéricité cornéenne, ça s'appelle des photoablations optimisées. Et donc, on peut faire du wavefront optimisé. Et aujourd'hui, eh bien, on peut faire également, bien sûr, de l'adaptation sur lentille de contact. Mais quand vous parlez d'un plan asphérique, sachez que les laboratoires ont un discours réducteur parce qu'ils vous expriment la sphéricité de l'implant par le taux d'aberration sphérique induite. Si vous voulez les embêter, vous leur dites « Non, non, mais je m'en fous, donnez-moi le facteur Q de votre implant ». Et vous verrez qu'en général, ils ne le connaissent pas. Ils ont ce que dit le mode d'emploi, c'est-à-dire potentiellement ce que cet implant va soit laisser, c'est-à-dire apporter aucune aberration sphérique, soit induire en général un petit peu d'aberration sphérique négative pour compenser le petit peu d'aberration sphérique positive de la cornée qui, de règle, est prolate. Donc, aberration, monsieur, on est d'accord, front d'onde, en phase. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est d'accélérer le front d'onde qui est en retard, ça s'appelle la photoablation, ou bien décélérer le front d'onde qui est en avance. On n'a qu'à mettre un implant sur le parcours et retarder le front d'onde. C'est un discours un peu réducteur, mais pour vous dire que, vous voyez, on parle de mise en phase d'un front d'onde. Et donc, aujourd'hui, l'ablation guidée par abérométrie, par rapport à la conventionnelle, elle aboutit enfin au résultat qu'on attendait, c'est-à-dire éliminer les aberrations d'ordre faible, ça c'est ce que faisait déjà le conventionnel, mais sans baisser l'acuité visuelle, parce que figurez-vous que les premiers traitements qu'on a pu faire, c'était moins bon que le conventionnel. Ça a été un gros désastre quand même sur le plan marketing, et c'est sûrement une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui guident leur traitement par abérométrie. Ils le font plus volontiers aujourd'hui par topographie. Les addicts, les adeptes, moi j'en suis une, le font systématiquement sous ce volet-là, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. En plus, on en induit moins que le traitement conventionnel. Donc ça y est, c'est mieux que le conventionnel. Et enfin, on réduit les aberrations d'ordre élevé préopératoire. Et finalement, c'est surtout utile pour la qualité de vision, c'est-à-dire mésopique et scotopique. C'est comme les implants sphériques. Quand on voit une différence en qualité de vision, elle s'exprime en situation nocturne. Rappelez-vous cependant que dès que vous faites un traitement guidé, qu'il le soit par topographie ou par abérométrie, on discute en volume d'ablation et on consomme plus que dans le traitement conventionnel qui est guidé par la formule de Müller-Lin et qui se penche uniquement sur la programmation sphérocylindrique. Alors pour ça, il fallait du laser qui tire dans les coins parce que on veut faire de l'infiniment petit, traiter du coma, relisser. Donc le laser, pour qu'il puisse être connecté, il faut qu'il soit adaptable en scanner, en forme, en taille, qu'il ait un balayage aléatoire, qu'il ait la capacité, bien sûr, de travailler sur cette asphéricité, mais ça, c'est l'outil d'imagerie qui lui est connecté, mais avant tout, qu'il ait un tracker actif, une capacité de compensation de la cyclotorsion et, bien sûr, du shift pupillaire. Donc aujourd'hui, on a cette capacité, et cette capacité est optimisée par des algorithmes spécifiques qui ont intégré les facteurs de compensation induits par le capot et qu'éventuellement auront intégré quelques ajustages personnalisés de chaque opérateur. Donc on y est. Et vous voyez, on va aujourd'hui traquer les pupilles
et puis tenir compte du shift pupillaire, c'est-à-dire de ce changement de forme que prend la pupille lorsqu'elle passe de la situation petite à élargie sous la disparition de la lumière. Donc tout ça, c'est quand même assez magique, et ça a été quand même des affinements complètement cruciaux. Alors le deuxième affinement crucial, ça a été de dire, bon, Zernike, on a compris, on est limité, on ne sait pas causer en Zernike infini, on n'a qu'à discuter avec le deuxième mathématicien bien connu, qui est Fourier, puisque les ORL décortiquent leurs signaux en harmonie, qui font l'opéra de Vienne en vous le décortiquant jusqu'à l'infini. Donc en cachette, parce que personne ne cause en Fourier en ophtalmologie, les abéromètres analysent en Fourier, parce que vous voyez qu'on optimise le nombre de points analysés, et donc on a gagné en définition des images. Et puis, comme on a mis 10 ans à apprendre Zernike, on continue à causer en Zernike pour interpréter les images. Et donc on a obtenu ces profils guidés et optimisés dont je viens de vous parler. La sphéricité, on n'y revient plus, on en a bien parlé. Les profils comparatifs, je vous les ai évoqués, soit wavefront, soit topographie. L'important, c'est que ce soit optimisé pour respecter la sphéricité, qui est importante pour la qualité de vision. Aujourd'hui, c'est la capacité que nous avons d'avoir, grâce à certains topographes d'élévation, une approche extrapolée quand même de l'abérométrie cornéenne. Et en retirant les abérométries cornéennes, de l'abérométrie totale fournie par un abéromètre, vous êtes capable de dire qu'il vous reste l'interne, et vous pouvez ainsi identifier ce qui revient aux autres composantes optiques de l'œil, je pense au cristallin en particulier, pour identifier chacun des facteurs optiques qui peuvent interférer sur ce cheminement de la lumière, être source, chacun individuellement, de leurs propres aberrations. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà un exemple, vous voyez, de plateforme. Alors, j'ai aucun intérêt financier dans aucune des plateformes, mais un exemple, vous voyez, d'aventure. On démarre en sphéro-cylindrique, on bosse avec Müllerlin, on optimise pour la sphéricité, et puis on guide par topographie, puis après, parce que le marketing est là, on connecte un abéromètre, et puis finalement, à la fin, de toute façon, on vise le maintien de la sphéricité, et puis on dit au customer, faites ce que vous voulez, guidez par topographie, guidez par abérométrie, mais visez le maintien de la sphéricité. Donc au total, est-ce que vous allez finalement customiser tout le monde ? Sur ceux qui sont convaincus, la réponse est de dire, puisque vous en induisez moins, vous corrigez les pré-op et vous en induisez moins qu'un conventionnel, pourquoi pas le faire à tous ? Mais au moins, pour sûr, pour les patients qui ont plus d'aberrations d'ordre élevé préopératoire, pour la qualité de vision, c'est quand même mieux, surtout s'ils ont des grandes pupilles. Pour les astigmatismes mixtes, c'est révolutionnaire. Pour l'hypermétropie, la presbytie, c'est pour la presbytie juste nécessaire, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que le presbylasique est en général une modulation de la sphéricité. Alors ce sera soit par topo guidé, soit par abérométrie guidée. Et pourquoi pas finalement pour tous, puisqu'encore une fois, on n'augmente pas les aberrations d'ordre élevé. Mais il reste des mauvais candidats. Il reste ceux qui ont des cornées fines, puisqu'on en mange plus que la moyenne, par rapport à un traitement conventionnel. D'ailleurs, les cornées fines, on n'aime pas du tout la toucher en laser de règle. Et puis, il reste surtout ces cas de discordance entre la réfraction manifeste et ce que vous allez mesurer avec l'abéromètre. Eh bien, sachez que la réfraction manifeste, c'est pour ça que je vous disais en introduction, apprenez la réfraction. C'est celle qui va guider votre chirurgie. C'est encore votre superbe évaluation de la manifeste. Cycloplégie, à distance de la cycloplégie, méthode du brouillard, cylindre de Jackson, vous allez définir la meilleure composante sphérocylindrique. Et bien de cette réfraction, vous allez comparer avec l'abéromètre et on ira faire un traitement guidé que s'il y a une correspondance entre les deux ou un écart qui ne dépasse pas 0,5 dioptrie si possible en astigmatisme et pas plus de 1 en sphère. Alors il reste bien sûr un paquet de questions, notamment concernant le positionnement de cette abérométrie pour tous, et puis demain également de l'exploration des autres formes de LASIK, notamment le LASIK intrastromal dont on va parler, je pense, tu vas parler, Laurence, du SMILE aussi, de toutes les stratégies. Donc ces questions-là, bien sûr, ont
besoin de cet outil. Et j'espère que dans ces 15 minutes que je viens de vous offrir, concentrées sur cette question qui n'était pas la mienne, mais j'espère l'avoir quand même bien débrouillée, eh bien, on a compris que c'est quand même un outil fabuleux parce qu'on est sur l'étape, c'est la première étape de l'optique adaptative, hein, c'est nous qui l'avons abordée, c'est pas les rétinologues qui vous disent aujourd'hui, attendez, nous maintenant on a l'optique adaptative, nous ça fait 10 ans qu'on bosse avec ça, et aujourd'hui c'est vrai que c'est un surcoût pour seulement une meilleure vision nocturne, mais vous avez quand même compris qu'aujourd'hui, c'est au-delà de ce traitement guidé, c'est un outil de quantification de la qualité de vision. Et pour ça, évidemment, la quantification et la customisation va dépasser le simple règne de la chirurgie réfractive pour aborder les lentilles de contact. Quant à demain, toujours la jeunesse, vous allez avoir des sacrés cataractes à gérer. Ceux dont la forme cornéenne aura une aspéricité plus du tout conforme, et pour lesquels vous devrez calculer des implants aux aspéricités, c'est-à-dire à la quantité d'aberration sphérique induite en miroir de ces cornées inversées, modulées, déformées par les chirurgies antérieures, qui vont vous faire brainstormer sur aspéricité, aberration sphérique, qualité de vision. C'est pourquoi, très lourdement, on a voulu insister, réinsister, et peut-être d'ailleurs vous barber, mais demain ce sera quand même très utile. Voilà. Alors attendez, excusez-moi parce que je découvre un tout petit peu. Voilà, le scatter, on l'a compris, hein, l'application du scatter, et tant mieux, on est au merci, et j'espère que ça vous a donné quand même une petite approche, pas trop loin de la réalité de ce qu'est l'abérométrie. Merci beaucoup.